Alors, bonjour chers élèves, bienvenue sur l'ERTM dans votre émission en classe. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon, la généralité sur la vibration. La leçon s'adresse aux élèves de terminale sciences exactes TSE, aux élèves de terminale sciences expérimentales TS expérimental. Alors, les compétences, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir une onde ou signal et d'établir son équation de propagation, de donner la définition de la réflexion, la réfraction, la diffraction. Alors, quelques prérequis, les connaissances dont vous aurez besoin, la définition, quelques définitions. Un mouvement périodique. Un mouvement est périodique s'il se répète identique à lui-même à des intervalles de temps successifs de même durée t. Un exemple de mouvement périodique, un mouvement sinusoïdal. En deux, la période. La période, par définition, qui est notée grand T, est la durée au bout de laquelle un phénomène se répète identique à lui-même. Elle a pour expression T égale A, dpi sur oméga, comme vous le voyez ici, dpi sur oméga, et c'est exprimé en secondes. Oméga est appelé la vitesse angulaire en radians par seconde. La fréquence. La fréquence est le nombre de fois où une action, un phénomène ou un fait se produit dans un temps donné. Elle a pour expression grand N, qui est égal à l'inverse de la période 1 sur T, et son unité c'est en Hertz. Alors, après les prérequis, alors la leçon d'aujourd'hui, la leçon que nous allons présenter aujourd'hui, comporte beaucoup de nouvelles grandeurs physiques. Et pour comprendre un petit peu ces grandeurs physiques-là, nous allons faire un parallèle avec un fait de la vie, pour vous permettre en ce sens-là d'assimiler très rapidement la définition et aussi les propriétés qui sont liées à ces nouvelles grandeurs-là. Donc, nous allons voir tout de suite ce qu'on appelle ici une situation problème. Alors, la situation problème d'aujourd'hui que nous allons voir ici, c'est à partir de là, vous avez un ami qui part à la pêche avec sa famille, comme vous le voyez ici, votre situation problème. Maintenant, vous l'avez rejoint, mais sauf que vous êtes un petit peu loin de lui. Vous voulez en ce sens-là attirer son attention. Maintenant, on vous pose la question, comment vous comptez faire pour attirer son attention? Alors, vous avez, prime abord, la première des choses, vous pouvez en ce sens-là l'appeler, l'interpeller, émettre un son. Alors, comme vous le voyez, en émettant un son, le son est une vibration, on l'appelle signal sonore ou une onde sonore. Et comme vous le voyez, à partir de la source ici, de la source d'émission, le son va se propager dans toutes les directions. Mais alors, pour que votre ami puisse l'entendre, le son va s'appuyer sur un support matériel. En l'occurrence ici, le son va s'appuyer sur l'air pour se déplacer. L'air est appelé à partir de là un milieu élastique. Donc, à partir de la source, le signal émis va en ce sens-là déformer la molécule d'air en contact, qui à son tour aussi va en sorte de déformer sa molécule voisine de fil en aiguille, et ainsi de suite, qui va se déplacer. Alors, l'autre manière de faire, c'est, vous pouvez en ce sens-là perturber l'eau en jetant un objet dans l'eau, puisque le pêcheur là est à partir de là concentré sur la surface de l'eau. En jetant un objet dans l'eau, à partir de là, comme nous le voyons, ça va générer, à partir de la source, des cercles concentriques. Et ces cercles-là vont se déplacer dans toutes les directions. Alors, ces cercles-là aussi sont appelés des signaux ou des ondes. Et ces signaux vont en ce sens-là s'appuyer sur l'eau pour se déplacer. L'eau aussi, à son tour aussi, est appelée un milieu élastique. Alors, comme on le voit, et c'est la situation, l'onde est répétitive, comme nous le voyons dans le cas du son ou dans le cas de l'eau, l'onde est répétitive, et donc c'est un signal périodique, et donc son équation est une fonction sinusoïdale, comme on l'a vu dans les prérequis, d'une manière générale. Alors, donc nous allons revenir voir un petit peu cette progression de l'eau, du signal sur l'eau. Alors, on va utiliser notre logiciel FET. Alors, vu de dessus d'abord, on voit si on laisse tomber à partir de là une goutte d'eau sur une surface d'eau qui était préalablement calme, on voit que les ondes vont se propager sous forme de cercles concentriques.
Alors, maintenant, nous allons voir une vue latérale de progression du signal sur l'eau. Et on voit en ce sens-là que, comme vous le constatez, donc l'onde ici va se propager et sous forme de ce que vous avez l'habitude d'appeler une vague sur l'eau. Okay? Donc, c'est une onde particulière qui va se déplacer. Et le signal est répétitif, donc le mouvement est un mouvement périodique. Alors, nous allons revenir maintenant à notre leçon. Nous allons définir à partir de là une onde. Donc, nous allons voir en petit 1 les ondes mécaniques. Petit 1, la notion de signal. Un signal, par définition, mécanique ou ébranlement, est une déformation de courte durée d'un milieu élastique, comme on l'a vu. Le milieu élastique, comme on l'a vu dans notre cas ici, l'eau et l'air. Le point de départ du signal est la source. La direction et le sens dans lesquels il se déplace constituent la direction et le sens de propagation. Il existe deux types de signaux. D'abord, les signaux mécaniques, les signaux que nous venons de voir, les ondes, qui s'appuient sur un milieu élastique. Donc, on a pris des exemples ici, les signaux sonores, un signal à la surface de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau et l'air ont besoin d'un support mécanique pour se déplacer. Maintenant, il y a d'autres signaux qui n'ont pas besoin d'un support mécanique. Ces signaux, on les appelle les signaux électromagnétiques. C'est le cas de la lumière, un signal lumineux, un signal radioélectrique. Pour cela, n'ont pas forcément besoin d'un milieu de propagation. Donc, peuvent se déplacer dans le vide. Alors, donc, nous allons voir les ondes progressives. On appelle onde progressive le phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Ce signal est périodique. Alors, une onde se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes, comme on a vu dans le cas de l'eau ou dans le cas du signal sonore. On différencie deux types d'ondes selon la direction de propagation et celle du signal. Petit a, les ondes transversales. Une onde est transversale lorsque la déformation du milieu s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. On a pris un exemple ici, l'onde à la surface d'un liquide, onde sismique ou autre chose. Mais nous allons voir à partir de là, de notre logiciel de simulation, nous allons voir un exemple ici, d'onde transversale ici, à partir de là. Donc, alors, si on met en mode oscillé, donc, on va voir donc on va imprégner et, comme vous le voyez, donc le déplacement est perpendiculaire le mouvement est perpendiculaire au déplacement, comme vous le voyez, à partir de là. Donc, c'est ce qui constitue, à partir de là, notre onde transversale. Alors, donc, après une onde transversale ici, nous allons voir ici, son exemple ici, le déplacement est perpendiculaire au déplacement. Alors, l'onde longitudinale, une onde est longitudinale lorsque la perturbation du milieu s'effectue dans la même direction que la propagation de l'onde. Exemple ici, nous avons les ondes sonores, les ondes sismiques. Et vous avez l'illustration ici, nous avons un ressort qui a été préalablement allongé à partir de là. Et si on lâche l'aspire, l'aspire va se déplacer en compressant, va se déplacer. L'onde va se déplacer tout le long du ressort. Donc, cette onde-là suit exactement la même direction, la même direction que le ressort. Donc, l'onde ici est appelée l'onde longitudinale. Alors, 3 milieux de propagation. Le milieu dans lequel se propage un signal est appelé son milieu de propagation. Alors, en 4, la célérité. La célérité, c'est la vitesse avec laquelle se déplace une onde. Comme vous voyez l'illustration ici, à partir de la source, l'onde se déplace avec une vitesse constante ici pour, à partir de là, regagner le point M. Les propriétés. Alors, on vous dit dans un milieu homogène donné, la célérité est une constante. Ça veut dire que la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ne change pas. Et de la même manière, si c'est dans l'eau, la valeur dans l'eau aussi reste constante. Alors maintenant, comme vous le voyez ici, l'illustration, alors nous avons une onde qui a été créée au niveau de la source O, qui va se déplacer tout le long de la corde ici avec la vitesse C et pour rejoindre le point M.
Ben, c'est toujours la même onde. Maintenant, mais pour arriver au point M, ça va arriver avec un petit retard, ce qu'on appelle ici notre delta t. Donc, si on veut en ce sens-là retrouver la distance de O à M, on va donc la distance parcourue ici, OM est égale à C multiplié par T. C étant la célérité, la vitesse de la lumière qui s'exprime en mètres par seconde. Donc, on dit ici le point M reproduit le mouvement de la source S avec un retard delta T qui est égal à lambda sur C, lambda étant mètre, qui représente la distance ici, OM. Alors, le mouvement de M à la date T est identique au mouvement de S à la date T moins delta T. Dans un milieu homogène à 2 ou à 3 dimensions, la célérité est la même dans toutes les directions. La célérité dépend de la nature et de l'état du milieu de propagation. Comme on le dit, la lumière ne se déplace pas de la même manière dans le vide que dans l'eau ou le son, dans le vide ou dans l'air ou dans l'eau, c'est non pas la même célérité. Alors, on a pris l'exemple ici d'une corde. Le long d'une corde tendue, on a dit que la célérité, la vitesse du signal le long d'une corde tendue, une corde en caoutchouc, on voit la précision en détail. Alors, la formule est donnée ici. Vous avez l'expression, vous avez V qui représente la vitesse, qui est la célérité, est à la racine de f de t sur mu. Et f de t est appelé la tension et mu est appelé, à partir de là, la masse linéique qui est égale à petit m, la masse de la corde sur la longueur. Alors, à partir de la formule, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vitesse est proportionnelle à la tension. Ça veut dire que plus une corde est tendue, plus l'onde se déplace plus rapidement. Ben, la vitesse aussi est proportionnelle aussi à la longueur de la corde. Okay? Plus c'est long, plus il y a la progression. Mais c'est inversement proportionnel à la masse. Ça veut dire que plus la corde est lourde, plus le mouvement aussi s'est fait un petit peu, ça ralentit un petit peu le signal. Alors, donc, nous allons voir la double périodicité du phénomène de propagation. Alors, donc, pour un signal, il y a deux périodicités. La période spatiale, qui est notée lambda, dans notre cas ici, qui est notée lambda, qui est en mètres. Et la période ici, la temporelle, qui est notée grand T, qui est en secondes. Alors, nous allons voir ces deux périodicités. La périodicité d'abord dans le temps. Alors, on a dit qu'un signal, le signal est sinusoïdal, donc c'est un mouvement périodique. Le temps qu'il faut pour reproduire le même mouvement, ça veut dire que si on émet un son, le son va se répéter. Alors, le temps qu'il faut pour se répéter, c'est ce temps-là qui est appelé la période, ce qu'on appelle ici la périodicité dans le temps. Alors, vous avez l'illustration ici. Nous avons, à partir de là, l'illustration de l'élongation en fonction du temps de parcours en secondes ici. Et on voit que si on regarde en rouge, vous allez voir, c'est le même phénomène qui se répète et en bleu et en vert aussi. Okay? Donc, c'est juste une répétition de l'onde ici que nous avons. Donc, c'est cette répétition qu'on appelle la période. Et vous avez ici une autre illustration, on retrouve le même phénomène ici, en rouge, comme vous le voyez. Okay? Comme vous le voyez, donc, c'est ces mêmes phénomènes-là qui se répètent encore ici. Vous avez une période et encore une autre période. Le temps correspondant à cela, à ce que ce phénomène se reproduit identiquement à lui-même, c'est ce qu'on appelle sa période en secondes. Alors, l'autre périodicité dans l'espace ou la longueur d'onde, cela voudrait donc dire que c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période, comme nous venons de le voir. Donc, ça, son unité est en mètres. Vous voyez l'illustration ici, on a donné une période et ici c'est la période, la distance correspondante à cette période-là, ce qui est lambda ici. On a encore une autre période et cette distance correspondante aussi est appelée la longueur d'onde lambda. Alors, la longueur d'onde, par définition, on dit la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde en une période t. Son expression, vous avez lambda égale à c fois t, c étant la célérité, t la période, c'est aussi égal à c sur f, f étant la fréquence. Préalablement, dans les prérequis, on avait vu la relation entre la période et la fréquence. On avait dit que la fréquence, la période est égale à 1 sur la fréquence et l'inverse de la fréquence. Donc, comme nous le voyons ici, on voit donc que la longueur d'onde dépend à la fois de la période, mais aussi de la célérité du milieu de propagation.
Alors, donc, nous allons parler en petit 6 de l'équation de l'onde. Alors, on a dit que le signal est un mouvement sinusoïdal. Alors, donc, on considère une source S qui émet un mouvement harmonique avec une amplitude Ym en mètres, une pulsation à radian par seconde, une phase initiale phi. L'élongation de la source s'écrit S égale à YS égale à, comme vous le voyez ici, YS égale à YM sinus de oméga t plus phi. Nous supposons que la propagation s'est faite sans amortissement dans le sens des x positifs. Pour atteindre le point M situé à la distance x de la source, l'on met le temps delta t, qui est le retard. On va constater que c'est le même mouvement qui va se répéter de la source au niveau du point M. Donc, on dit que le point M reproduit donc le mouvement de S avec un retard delta t. Alors, maintenant, l'élongation du point M à la date t est égale à celle que la source avait à la date t moins delta t. Comme vous le voyez ici, nous avons l'élongation y de t égale à y de t moins delta t. Donc, ce qui nous permet d'avoir ici, vous avez votre expression. Nous allons donc avoir ici y égale à ym sinus de oméga t moins delta t plus phi. Alors, donc, ce retard-là peut être expliqué comme nous le voyons ici. Vous avez d'abord, en un premier temps, vous avez le signal qui se trouve ici, ok? Et vous avez votre bateau à voile qui se trouve à une certaine distance. Alors, c'est ce même signal-là qui va en ce sens-là, c'est arriver au niveau de votre bateau et qui va se déplacer, continuer son mouvement. Donc, le signal émis ici, c'est exactement le même signal que vous avez ici, mais seulement avec un petit retard, comme nous l'avons montré ici, dans votre cas ici, ce retard-là, c'est delta t. Alors, nous allons développer cette équation. Nous allons donc avoir l'équation deviendra y égale à ym sinus de oméga, facteur de t moins x sur c. Préalablement, on avait vu que delta t égale à x sur c, plus phi. Alors, et oméga est égal à dpi sur t. Alors, si on remplace les choses par les valeurs avec oméga par sa valeur par dpi sur t et on fait entrer t, on aura donc y dc sera égal à ym sinus de dpi, facteur de petit t sur grand t, moins x sur c multiplié par t, plus phi. Et aussi, on avait vu que c multiplié par t représente la longueur d'onde, lambda. Donc, au finish, l'équation finale sera au point avec le retard au point M, ça sera égal à ym, sinus de dpi facteur de t sur grand t, moins x sur lambda plus phi. Ça, c'est l'équation de retard au point M. Donc, elle comporte donc deux variables, x et t. Alors, donc, nous allons voir en fait déphasage entre deux points, ou différence de phase. Alors, considérons deux points d'une corde M1 et M2, d'abscisse respective X1 et X2. L'équation horaire du point M1 est, à partir de l'équation que nous venons de voir tout de suite, nous allons donc avoir Y1 sera égal à Ym sinus de dpi facteur de t sur grand T, la période, moins X1, qui est la distance de la source au point M1, sur lambda plus phi. Alors, l'équation au niveau du point MD aussi sera Ym sinus de dpi t sur la période, moins x2, qui est la distance qui sépare la source du point M, sur lambda plus phi. Alors, on va faire la différence de ces deux phases-là, de Y1 et de Y2. Le déphasage ou différence de phase. Donc, comme vous le voyez ici, en faisant la différence de phi2 moins phi1, on obtient donc le résultat que vous avez ici. Nous allons avoir à la fin de l'opération, nous allons avoir delta phi égale à dpi sur lambda facteur de x2 moins x1. Alors, donc, les points vibrants en phase et points vibrants en opposition de phase. Petit a, point vibrant en phase. Alors, deux points sont en phase s'ils ont à chaque instant la même élongation, autrement dit, si l'aire de déphasage est telle que la différence de phase est égale à dkpi, et k étant un entier naturel. Alors, dans ce cas, si on égalise les deux expressions, l'expression que nous allons voir tout de suite avec le déphasage, vous obtenez dpi sur lambda, x2 moins x1, égale à dk, égale à dkpi. Et au finish, vous aurez donc
x2 moins x1 égale à k lambda. Alors, pour que deux points soient en phase, il faut que la différence de leur distance soit égale à k lambda, k étant un entier naturel. Donc, s'ils sont distants, on dit que deux points sont en phase s'ils sont distants d'un point, d'un nombre entier de longueur d'onde. Alors, les points vibrant en opposition des phases, alors les points qui vibrent en opposition des phases, si la différence de phase est égale à dk pi plus pi, autrement dit dk plus 1 facteur de pi. Alors, après opération, deux points vibrent en opposition de phase si la différence x2 moins x1 égale à dk plus 1 lambda sur 2. Donc, ces deux points vibrent en opposition de phase s'ils sont distants d'un nombre impair de demi-longueur d'onde. Alors, donc, nous allons voir ici l'illustration. Nous avons différents points ici, A, B, C et D. Alors, comme on le voit, on va dire donc que le point A, le point C, le point E et le point H sont en phase. Ben, par contre, le point A et le point B sont en opposition. De la même manière, les points C et les points D sont en opposition de phase. Donc, on va voir donc que les points A, C, E et H sont en phase, et les points A et E sont en opposition de phase. Alors, donc, nous allons poursuivre nos leçons toujours avec la diffraction, la réfraction et la réflexion. D'abord, en grand 1, la diffraction. La diffraction, c'est le fait que si vous êtes dans une chambre qui est fermée, vous pouvez parler à l'intérieur. S'il n'y a pas d'ouverture, la personne qui se trouve en dehors ne peut pas entendre parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Alors, mais une fois que vous ouvrez la porte, dans ce cas-là, la personne qui se trouve dehors peut vous entendre. C'est comme si le son va en ce sens-là, la porte deviendra encore une deuxième source et le son va se déplacer, va se propager dans toutes les directions. Alors, donc, on dit que le son semble contourner l'obstacle du mur, mettant en défaut la propagation rectiligne. Autrement dit, ça ne se déplace pas en ligne droite. Donc, ce phénomène-là porte le nom de diffraction. Donc, on vous donne la définition. On dit la diffraction est le phénomène de mise en défaut de la propagation rectiligne des ondes au voisinage immédiat d'un obstacle. Donc, à partir d'un obstacle, une fois que vous avez une petite ouverture, ça devient comme autant une autre source de signal, en quelque sorte. Donc, va se déplacer dans toutes les directions. Donc, nous avons l'illustration ici. Vous avez une source ici, la source qui est là. Alors, vous avez des obstacles, mais vous avez une petite ouverture. À partir de la petite ouverture aussi, nous allons donc, l'onde continue de se propager, cette fois-ci, dans toutes les directions. Alors, les propriétés de l'onde diffractée. L'onde diffractée a même fréquence que l'onde incidente. Ça veut dire que ces deux-là ont même fréquence. Alors, les deux milieux de propagation étant identiques, les deux ondes aussi ont même célérité. La vitesse de propagation de l'onde au niveau de la source est pareille qu'au niveau de ce point-là. Les deux ondes ont donc aussi même longueur d'onde, comme on le voit ici. Alors, donc, nous allons voir en grand de la réflexion. Alors, par définition, la réflexion est le phénomène de retour d'une onde dans les milieux de propagation dû à la rencontre d'un obstacle. Par exemple, une surface réfléchissante. Alors, nous avons un exemple ici, réflexion d'une onde rectiligne sur un obstacle. Donc, on a le schéma ici. Vous avez un rayon incident, ça peut être un rayon lumineux, et vous avez ici un miroir. Alors, si vous le projetez dessus, qu'est-ce qu'on constate? En contact avec le miroir, la lumière aussi va être réfléchie dans le même milieu où il est venu. Donc, c'est le fait c'est ce qu'on appelle ce phénomène-là qu'on appelle la réflexion. Alors, les propriétés de l'onde réfléchie. La réflexion se fait sans changement de fréquence et sans changement de longueur d'onde. La réfraction d'une onde est le changement de direction de cette onde-là lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Donc, dans ce cas-là, il faut la présence de deux milieux. Nous avons un exemple ici. Alors, on peut avoir ici une source lumineuse. OK, nous avons le premier milieu. Et ici, nous avons le second milieu. Alors, en envoyant ici, un rayon lumineux, alors à la rencontre, par exemple, si c'est de l'eau, on va voir que ça va en ce sens-là changer de direction. Alors, et là, vous avez la normale à la surface. L'angle incident ici, c'est I1. Et cet angle-là, le deuxième angle est appelé, c'est l'angle réfracté, qui est I2. Donc, on peut prendre l'exemple, ça c'est l'air, et là, ça c'est l'eau. Alors, on peut observer ce phénomène-là si on regarde un petit peu. Par exemple,
Si on prend cet exemple-là, vous avez un poisson dans l'eau. Alors, si on vous demande ce pêcheur-là, s'il ne fait pas attention, du fait qu'il y a la réfraction, l'image du poisson se trouve ici, mais en remontant un petit peu en contact avec l'autre milieu pour se propager dans le deuxième milieu, on aura l'impression en ce sens-là que le pêcheur aura l'impression que le poisson se trouve de l'autre côté. Donc il va falloir qu'ils prennent en compte un petit peu ce phénomène-là. Mais on a l'habitude de voir un petit peu ce phénomène-là chez tout le monde à la maison. Si vous mettez une pièce dans de l'eau et que vous essayez à partir de là de prendre en un seul coup la pièce, rarement on arrive à trouver directement la bonne position. Alors ce phénomène-là est seulement dû au fait que la lumière ne se déplace pas à la même vitesse si vous êtes dans l'air que vous êtes dans l'eau. Donc la différence de déplacement de la vitesse dans ces deux-là, c'est ce qui est perçu par l'œil humain comme étant une sorte de cassure, ce qui crée un petit peu ce phénomène-là qu'on appelle la réfraction. Alors, les propriétés de la réfraction. Au cours d'une réfraction, la nature de l'ébranlement est conservée. Lors d'une réfraction d'un milieu 1 dans un milieu 2, les ondes incidentes et réfractées ont la même fréquence, 1 sur T. Donc, en utilisant la formule, vous avez N1 sur lambda 1 égale à N2 sur lambda 2. N1 étant l'indice de réfraction du premier milieu et N2 l'indice de réfraction du second milieu. Et lambda 1 étant la longueur d'onde, puisque les deux ne se déplacent pas à la même vitesse dans ce cas-là, et que la vitesse aussi, la longueur d'onde est proportionnelle à la vitesse, donc les deux ne vont pas avoir la même longueur d'onde. Alors, la loi générale pour les ondes connues sous le nom de loi de Descartes, nous allons donc avoir ici sinus de I1 sur N1 égale à sinus de ID sur N2. Alors, c'est ce qui met fin à notre leçon d'aujourd'hui sur les généralités sur les vibrations. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu les définitions de ces nouvelles grandeurs que nous venons de voir tout de suite. Alors, je vous remercie.